La grande forêt primaire africaine forme un monde à part. C'est la plus importante réserve de vie sauvage de tout le continent noir. Sous la voûte des arbres multicentenaires, chaque frémissement, chaque odeur, chaque son est perçu. Le monde vivant a trouvé un équilibre parfait. Du plus petit insecte au plus grand mammifère, de ceux qui se cachent au creux des ombres à ceux qui s'épanouissent dans la lumière, tous dépendent les uns des autres pour leur développement depuis la nuit des temps. Et au milieu d'eux vivent les hommes, les pygmées, que l'on nomme aujourd'hui peuple autochtone. Nomades, chasseurs-cueilleurs, ils font partie du grand tout qu'est l'infinie diversité de la forêt. Mais les véritables piliers de cette arche unique au monde, ce sont les arbres. Ils se nomment limba, oukoumé, sipo ou sapeli. Plus de 4000 espèces végétales indigènes forment la richesse de ce massif millénaire et gigantesque. Avec ses 2 millions de kilomètres carrés, la grande forêt primaire africaine s'étend sur plus de 6 pays du bassin du fleuve Congo. C'est le deuxième poumon vert de notre planète après la forêt amazonienne. Comme elle, la forêt africaine recèle des bois tropicaux, source de revenus et d'emplois essentiels à la survie des habitants. Et pourtant, l'exploitation massive la décime petit à petit. Mais au nord du Congo se trouve une concession forestière pas comme les autres. Ici, loin de la capitale Brazzaville, on travaille à l'impossible. Imaginez une exploitation soucieuse de rentabilité et pourtant respectueuse de l'équilibre de ses écosystèmes et de la culture des peuples de la forêt. Un défi qui oblige chaque jour les professionnels à réinventer leur métier pour faire face aux 1000 surprises que leur réserve la grande forêt. Cette concession de près de 2 millions d'hectares est un véritable laboratoire. Le succès ou l'échec de ce projet pourrait transformer notre relation à la forêt pour les décennies à venir. D'un côté de cette route s'étend une concession forestière de plus d'1 million d'hectares. De l'autre se trouve le parc national d'Ozala. Les compagnies forestières emploient des écogardes pour veiller sur les deux domaines et permettre aux animaux de circuler librement, que ce soit dans le parc ou dans les zones de coupe. Ce matin, une patrouille d'écogardes a été alertée de la présence d'un petit groupe de braconniers à la lisière du parc. La lutte contre le braconnage est toujours en première place dans l'ordre du jour. Car dans ce Congo apaisé, des trafics et de mauvaises habitudes populaires menacent non seulement les espèces, mais aussi l'équilibre forestier tout entier. L'apparition d'armes nouvelles et l'organisation de réseaux internationaux ont transformé la chasse en véritable pillage. Traqué pour alimenter le commerce illégal de l'ivoire, l'éléphant des forêts est aujourd'hui en grave danger d'extinction. 60% des éléphants du bassin du Congo ont été tués au cours des 10 dernières années. Piste éléphant. Le rôle des éléphants dans l'écosystème est pourtant fondamental. Vous allez voir les empreintes là. Quand l'éléphant, quand il marche, au fur et à mesure qu'il est en train de déposer ses matières fécales, ces déchets sont composés par, ce sont les fruits des arbres comme le sapeli, le sipo. Et ces crottes-là, après la pluie, ça donne encore une réalisation des arbustes. Raison pour laquelle vous allez trouver dans une zone où il n'y avait pas le sapeli, après le passage de l'éléphant, après au moins 1 année, même 6 mois, dès qu'il y a la présence de pluie, vous allez voir que les jeunes arbres vont pousser dans la matière fécale de l'espèce.
peu plus loin, les éco-gardes découvrent un premier collet métallique, interdit par la loi. Entraînés à la technique de l'embuscade, ils tentent de prendre les braconniers en flagrant délit. Donc il y a des câbles là-dedans. Les câbles métalliques, en tout cas, ça prend beaucoup de gibier. Beaucoup de gibier, à telle enseigne, ça appauvrit, ça rend pauvre la forêt. Parce qu'il y a certaines personnes qui mettent au moins 500 à 1000 câbles. 1000 câbles en forêt. Et vous allez trouver certaines espèces qui sont déjà décomposées. Et avec cette odeur nauséabonde, ça fait fuir les autres. Au fur et à mesure, les animaux sont en train de partir très loin de la forêt. Raison pour laquelle on a défendu l'utilisation des câbles métalliques. Ces chasseurs ne sont pas de grands braconniers. Ils s'en tirent avec un simple avertissement et leurs pièges sont évidemment détruits. Les forestiers du Congo doivent composer avec un élément unique au monde, le peuple de la forêt, appelé autrefois les Pygmées. Ils vivent ici depuis des millénaires et pour eux, la forêt est plus qu'un simple environnement. C'est un milieu nourricier qui leur fournit aussi de quoi s'habiller, se loger, se soigner et se nourrir. Ils grimpent le long des troncs pour récolter le miel, les chenilles ou les fruits. Ils savent quelles racines utiliser pour soulager les douleurs ou éloigner les insectes. Ils connaissent chaque plante, chaque cri d'animal. Ils ont appris à tirer parti de tous les étages de la forêt. Peuple nomade, chasseurs et cueilleurs, leurs camps éphémères ne sont que brindilles et feuilles astucieusement assemblées. Ils ont adapté chaque détail de leur vie à la forêt. Une exploitation respectueuse de l'environnement exige une attention toute particulière aux besoins des communautés qui y vivent. Une mission d'écoute qui peut parfois se révéler très complexe. Car le peuple de la forêt partage le territoire avec un autre groupe autochtone installé au bord des pistes, les Bantous. Groupe très répandu en Afrique, il a tendance à dominer les autres. Toutes les décisions doivent passer d'abord par lui. Dans ce village, les deux communautés vivent côte à côte. Mathieu Auger-Schwarzenberg accompagne les communicateurs sociaux dépêchés par les compagnies forestières. Ensemble, ils espèrent créer le meilleur contact possible avec la population, dont l'opinion va directement influencer le projet d'exploitation. Donc moi, je ne travaille pas directement avec vous. Le FSC ne travaille pas directement avec les populations. C'est pour ça que vous ne me voyez que très rarement. C'est monsieur Eric, donc, qui représente la société IFO avec toute son équipe sociale très compétente qui vient et qui travaille avec vous. Mais quelque part, moi et mon organisation, on est là pour s'assurer que s'ils veulent continuer à travailler selon nos règles et selon nos principes, vos droits doivent être reconnus dans le cadre de leur activité. Pour mieux comprendre les différents points de vue des villageois, les communicateurs les incitent à dessiner au sol une carte de toutes les zones qui ont une importance à leurs yeux. Bakandi, c'est ça? Oui, Bakandi. C'est un moyen très efficace d'ouvrir le dialogue avec les populations. C'est le moment où la société explique les droits d'usage aux populations locales et autochtones, les conditions d'accès à la terre et qu'ils discutent ensemble des conditions contraignantes d'un accord entre eux. Et donc c'est aussi le moment crucial où les populations apprennent qu'elles ont le droit de dire non aux opérations si elles ne le souhaitent pas.
Il y a très peu de sociétés dans le bassin du Congo qui aujourd'hui emploient un tel dialogue avec les populations. Et alors là, ces cartes, elles sont fidèlement reproduites par ordinateur, imprimées en série, et on repart après valider la cartographie réalisée sur ordinateur avec les populations sur le terrain pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Et seulement après tout ce processus de négociation, de discussion et d'échange, la société pourra commencer son exploitation dans la zone. Il y a à peu près un mois, combien de temps sur le terrain vous allez passer? Un mois plein au village, de mesures en forêt sur le terrain. Ouais. Les populations autochtones sont les seigneurs de la forêt ici. C'est elles qui savent nommer les bois. D'ailleurs, toutes les sociétés forestières emploient des populations autochtones pour compter leurs bois. Donc je ne suis pas capable de compter plus de 20 arbres en forêt. Pourtant, j'y ai passé 13 ans et je mets au défi quiconque, à part une ou deux personnes européennes, d'en compter plus de 20 au cours de toute leur vie. Donc voilà. Parce que c'est facile de reconnaître une planche, mais beaucoup moins de reconnaître un arbre, puisqu'on ne voit pas ses feuilles. Il faut savoir les reconnaître au sol, on ne connaît pas les écorces. Donc c'est une science qui est maîtrisée chez eux depuis des millénaires. Et la seule chose que nous avons faite, c'est donner un nom au bois qu'eux connaissent depuis des générations et des générations. Après la réunion dans le village principal, l'heure est venue de s'aventurer au cœur de la forêt. Les zones sensibles comme les cours d'eau, les territoires habités ou réservés à la chasse doivent être cartographiés pour être protégés. Si les rivières sont faciles à localiser, les camps nomades sont plus difficiles, car ils changent avec les saisons. C'est le rôle des communicateurs sociaux de récolter les informations les plus précises possibles auprès des communautés qui vivent ici. Emerson, Indépendant et Pascal vont à la rencontre de quelques familles autochtones isolées. Leur camp est à près d'1 heure de marche de la piste la plus proche. Au Congo, on estime à près de 30 000 le nombre d'habitants vivant en forêt la plus grande partie de l'année. Indépendant est lui-même issu d'une communauté autochtone. Enfant, il est allé à l'école construite par la compagnie forestière et a ensuite été formé au métier de communicateur social. Biso tozali sous bateau yo. O boluka koyeba te. Biso na bino toyebanaka déjà. Boyebi ke toza basali ya aménagement boye te. Et puis bino awa o tozali awa ezali population autochtone ya Mbanza. Alors, quand nous voulons exploiter, il faudrait que les populations des villages de Mbanza soient mises au courant de l'activité que nous voudrions mener dans leur zone. Non, étant donné que nous sommes ici à au moins 30 et quelques kilomètres des villages originaires de Mbanza. Mais seulement, ici, les habitants de Mbanza viennent de temps en temps ici pour vaquer à certaines occupations. On parlerait de la cueillette, surtout les peuples autochtones. Alors, on nous a donné l'information qu'on peut les trouver dans des campements, là où ils sont. Donc on les suit là où ils sont et travailler avec eux parce que ce sont eux qui maîtrisent ces zones forestières. Oyo, ezali Pour mieux comprendre les besoins des populations, un outil a été développé pour permettre de dresser la carte des arbres à protéger. Faute de savoir lire, ils pourront identifier, grâce à des dessins tactiles, le rôle que les arbres jouent dans leur quotidien.
alimentaire, médicinal ou sacré. Vient le moment de choisir ceux qui vont accompagner les communicateurs sociaux à travers la forêt. Ce sont les meilleurs chasseurs et cueilleurs du village. Quand nous, les services d'aménagement, on arrive dans des villages, on est beaucoup plus épaulé par ces populations-là. Déjà, départ, l'origine de la mission, c'est protéger tout ce qui est à eux. En forêt, il y a plusieurs arbres. Mais eux, ils savent quel arbre produit des chenilles. Ils savent quel arbre ils font des... ils viennent invoquer. Celui-ci, on l'utilise pour telle activité. Et voici, dans cet endroit-là, ce fut un ancien campement. On avait enterré des enfants ici. Et de l'autre côté, c'était un ancien village. Donc, avec eux, nous identifions ces sites ou arbres sacrés. Vous pouvez arriver devant un arbre qui a un bon fût, joli fût, de toute façon avec nos collègues de l'exploitation, et qui sont là pour l'importance économique de l'arbre. Nous, on garde pour la population. Ah, ok. Normalement. À quel moment sortir le point, nettoyer d'abord? Le petit groupe désigne un arbre au tronc imposant, un sapéli. Cet arbre abrite une ressource alimentaire précieuse pour les autochtones. Ils ont choisi que c'est un arbre qui produit des chenilles, donc on doit automatiquement la conserver pour eux, la population. Les chenilles se nourrissent de la feuille du sapéli et sont faciles à récolter. Riches en protéines, minéraux et vitamines, elles sont l'insecte comestible le plus nourrissant au monde. Préserver l'arbre qui les habite est donc vital pour la population. La peinture va servir à marquer l'arbre nourricier et autour de lui, sur plus de 100 mètres, il sera interdit de couper. Il y a toutes sortes de raisons pour protéger des arbres. Parce qu'ils abritent des chenilles, ou des abeilles pour le miel, ou parce que leurs feuilles, comme celles de coco, sont essentielles aux préparations culinaires. Ou encore parce que leur écorce est un précieux ingrédient pour la médecine traditionnelle. Chaque arbre choisi par les autochtones est répertorié avec son essence, sa fonction et sa position GPS. Ouais, ça c'est un mokulungu. C'est l'arbre médicinal. C'est un arbre qui joue un grand rôle important pour la santé autochtone ici. Donc ça soigne l'hémorroïde et les douleurs de colonne vertébrale. En tout cas, c'est important pour les autochtones. Voilà pourquoi ils ont fait le choix pour qu'on le protège. Autour de leur village nomade, les autochtones ont décidé de protéger en tout une 50aine d'arbres. Consulter les populations directement touchées par l'exploitation de la forêt semble être une évidence. Mais la démarche est encore trop rare. Seule une poignée de compagnies au nord du Congo a compris la nécessité de ce dialogue. Mokonji, l'esprit de la forêt,
s'invite au cours de cette fête donnée en l'honneur des 3 communicateurs sociaux. Comme s'il voulait lui aussi montrer qu'il veille à la protection de son peuple et de ses arbres. Bon ben, vous imaginez, nous allons passer la nuit ici. Ça voudrait dire tout simplement que nous sommes les bienvenus ici. C'est ça ce qu'on appelle par le contact permanent avec ces populations. Raison pour laquelle vous nous voyez tous danser avec eux. Il n'y a pas que les arbres qui bénéficient de protection. Le dialogue avec les populations a révélé une autre revendication. La préservation d'une zone de 350 km² autour du village de Mbomo. Car c'est ici que se trouve l'une des plus grandes concentrations de gorilles de toute l'Afrique centrale. Magdalena Bermero est primatologue. Pour elle, ce cri du cœur des villageois a tout changé. Ailleurs, les réserves sont créées sans aucune consultation avec les communautés locales. Mais ici, ce sont les habitants eux-mêmes qui ont décidé de mettre leurs terres ancestrales au service de la conservation des gorilles et de tenir tête aux exploitants forestiers. Tout le monde était effrayé au niveau d'Mbomo. Ils ont fait une barrière, ils n'ont pas laissé passer les prospectants pour l'exploitant forestier. Et j'ai dit non, mais je n'ai rien dit, c'est leur initiative. Ils ont dit non, mais nous, on a déjà décidé que ça, c'est pour la recherche, pour protéger nos animaux. Donc, maintenant, on connaît bien qu'est-ce qu'ils font quand ils coupent les arbres, donc ça ne nous intéresse pas. Ensemble, ils ont développé un écotourisme autour du gorille. Une initiative d'autant plus remarquable que l'animal était considéré comme dangereux. Et il arrivait un moment qu'ils ont rendu compte de la façon qu'on approchait les animaux, comment les animaux restaient devant nous. Et ils ont pensé, mais ça c'est impossible, parce que nous on pensait que quand on suivait un groupe de gorilles, et on suit toujours les mêmes, dès que le groupe s'aperçoit que nous on est derrière, il va nous attendre pour nous tuer sur place. Et il y a eu cette relation de compréhension des comportements des animaux, qu'est-ce qu'il faut faire en général avec les animaux quand ils veulent les observer proprement en forêt. Non? Et on les a expliqué que l'habitation, c'était un petit procès d'une chose beaucoup plus importante et large que c'est comprendre les animaux. Les étudier et essayer de comprendre quelle dynamique et quel élément ils apportent à la forêt. Pour Magdalena, cette action populaire est une opportunité qui favorise son travail scientifique. Elle a installé plus d'une 60aine de caméras dans la forêt pour étudier les différents comportements de ces grands singes et leur relation à leur environnement. Ils sont très relaxés ici. Donc c'est déjà quand chacun il a sa zone d'extraction de l'aliment. Mais par contre, au début, c'est juste la séquence antérieure. Donc c'est ça, il y avait encore des mouvements. C'était cet individu qui essaye de s'approcher à cette zone. Le mâle, il annonce que ça, c'est le site que je vais occuper. Pendant 2 ou 3 heures, ces animaux ils sont en train de manger dans cette zone. Et successivement, tu vas voir comment ils tournent tous autour de ce site et qui va se planter à qui. Le groupe il était en train de manger des racines d'une espèce d'arbre déterminé. Il y a des espèces qu'ils consomment ici. Ça, c'est unique, il n'y a pas de référence sur le gorille de plaine, nulle part dans une autre zone d'étude. Et ils cherchent les racines qui sont en profondeur. Le gorille profite donc de toutes les strates de la forêt, même de son sous-sol. En consommant feuilles, fruits et racines, il dissémine des graines. Comme l'éléphant, il rend de précieux services à l'écosystème dont il participe à l'équilibre. Mais même si sa population totale a augmenté ces dernières années,
le gorille est toujours en danger de disparition. Je pense qu'on est sur le bon chemin, hein? Mais vous savez, toujours la chasse, et la chasse illégale, etc., c'est toujours un casse-tête pour tout le monde. Donc peut-être pour les gorilles, on pourrait arriver. Et ça dépendra de l'effort commun de tout le monde. Le village de Umbo, il attend toujours quand les touristes vont aller le visiter. Est-ce que vous avez bien le gorille? Vous voyez, c'est joli, notre forêt, tout ça. Donc, dans cette direction, il faut aller beaucoup plus loin, mais on est sur le chemin.